va reprendre. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Salma Loudi, géographe, enseignante-chercheur à PétaGroupSup et membre du RMT Alimentation Locale. Alors, on va repartir sur un temps d'échange et de débat. Et là, on a encore une fenêtre ouverte sur les questions de recherche. Et j'ai le plaisir d'accueillir 4 jeunes chercheurs. Et là, on est devant la relève de la recherche pour discuter des fonds de recherche qui sont travaillés dans les différentes thèses qui sont financées, cofinancées par l'INRAE, sur des sujets qui sont en lien, direct ou indirect, avec les questions des circuits courts alimentaires ou des circuits courts de proximité. Donc j'ai le plaisir de recevoir par ordre, Yentel de Roche, qui a travaillé sur des questions de résilience des exploitations agricoles, et on va en parler. Philippine Dupé, qui a abordé la question du travail au sein des exploitations d'élevage en Occitanie, et puis Juliette Miguerou-Le Prince, qui, elle, aborde les questions d'innovation couplée au sein de la restauration collective avec tous les enjeux d'approvisionnement local, bio, etc. Et puis Clémence Rebourg, qui a abordé la question de l'accessibilité sociale et comment on intègre les questions de justice sociale au sein des politiques publiques territoriales. Donc, le jeu, c'est de rentrer par des questions communes autour de leur recherche doctorale et ce que ça implique finalement par rapport au développement, à la consolidation des travaux qu'on mènera, j'espère, dans le RMT saison 3. Voilà, donc on peut commencer par une question plutôt d'introduction, en posant successivement la question de quels sont finalement, comment vous vous présentez à partir de votre recherche doctorale. Et j'omets de dire, il y a 2 thèses qui sont déjà soutenues et 2 qui sont sur le feu, qui vont arriver assez vite. Donc je donne la parole à Yentel, si tu peux te présenter, nous dire quelques mots en 5 minutes de ta recherche doctorale. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été dit, moi j'ai fait ma thèse qui portait sur la résilience des exploitations maraîchères en circuit court en Occitanie, sous la direction de Yuna Chifolo et de Grégory Ackermann. Et donc, ma thèse a porté sur les exploitations maraîchères en circuit court, puisque après des premiers entretiens avec des acteurs de l'accompagnement agricole en Occitanie, c'est les exploitations qui ont été essentiellement touchées par la crise Covid, qui a été le point de départ de ma thèse. Et donc, je me suis ensuite intéressée à la façon dont la crise Covid puis l'inflation ont impacté les exploitations maraîchères vendant en circuit court et comment ces exploitations ont malgré tout maintenu leur activité économique. Pour étudier cette question, je vais être rapide, mais j'ai réalisé 50 entretiens avec des maraîchers et maraîchères en Occitanie pour comprendre justement quels avaient été les effets sur leur activité économique de ces 2 crises et comment, à chaque fois, ils avaient fait face à ces difficultés. Ce qui est ressorti de ma thèse, pour aller rapidement, c'est 2 éléments qui m'ont permis de définir la résilience. D'abord, d'un point de vue processuel, j'ai montré dans ma thèse que la résilience, finalement, ce n'était pas simplement une capacité à un moment donné, mais que c'était vraiment une dynamique, qu'il y avait plusieurs actions à mettre en place. Au fur et à mesure que la crise avance, il y a des effets qui s'enchaînent, on appelle ça des effets ricochets, mais il y a des effets directs, indirects, qui s'accumulent et qui font qu'en fait, les exploitations maraîchères, elles sont confrontées à une crise, mais à plusieurs effets auxquels il faut faire face au fur et à mesure du temps. Et surtout, j'ai montré, et c'est quelque chose qu'a mentionné Yuna hier, que finalement leur réseau social, au sens large, leurs amis, leurs familles, les autres producteurs et productrices qui les entourent, ont participé activement à la résilience de ces exploitations et au maintien de leur activité économique. Si on prend l'exemple rapide de la crise Covid, finalement, des solutions qui se sont mises en place de paniers, de livraison à domicile ont été organisées par des producteurs qui se sont mis en lien entre eux, qui ont aussi inclus des clients qui ont été actifs dans ces mises en place de solutions. Donc finalement, ma thèse, pour aller rapidement, elle a vraiment montré que la résilience, finalement, c'était une dynamique et c'était surtout une dynamique collective qui incluait une variété d'acteurs. Et c'est peut-être là-dessus que je vais finir cette introduction, mais en lien avec les circuits courts, en fait, c'était des activités qui étaient dans des exploitations en circuit court. Et c'est sûrement ça qui a fait que cette variété d'acteurs a pu être inclus, puisque les clients en vente directe connaissent les producteurs, peuvent être informés facilement
des difficultés que les producteurs rencontrent, peuvent agir aussi. Et c'est aussi des circuits souvent qui sont divers. Les producteurs ne vendent pas souvent sur un seul marché, par exemple, mais en ont plusieurs, ce qui a permis aussi une certaine flexibilité et donc de faire face de différentes façons à ces crises qui ont été rencontrées ces derniers temps. Et je passe la parole à Philippine en faisant le lien avec le fait que si une multitude d'acteurs ont été inclus dans ces réponses, il y a quand même eu une grosse charge de travail qui a incombé aux producteurs dans la réorganisation des circuits à chaque fois. Et ça me permet de faire le lien avec la thèse de Philippine qui est sur le travail. Merci du coup Yontel. Donc moi, Philippine Dupé, donc je suis en train de terminer ma thèse à l'INRAE de Montpellier. Voilà, donc sur la question du travail, vous l'avez compris. Cette question du travail en lien avec les circuits alimentaires de proximité, en fait, elle a été évoquée en filigrane pendant toute ces 2 jours. Finalement, ça a été beaucoup discuté, la question notamment de la charge de travail, des différents métiers, etc. Voilà. Donc effectivement, se lancer dans les circuits alimentaires de proximité, finalement, c'est pour les agriculteurs et agricultrices se réapproprier des activités qui ont été sorties de la sphère agricole, que ce soit la vente, mais aussi, dans le cas des éleveurs-éleveuses que j'ai rencontrés, des activités de transformation des produits, transformation fermière pour les laitiers, et puis souvent qui passent par des intermédiaires pour l'abattage, la découpe et la transformation carnée. Voilà, donc pour un peu ce constat. Et moi, dans ma thèse, j'ai fait le choix de me focaliser donc, sur l'élevage, puisque c'est des exploitations en circuit court qui sont peut-être un peu moins étudiées que les exploitations maraîchères. Et j'ai fait le choix aussi de me focaliser sur la dimension organisationnelle du travail, donc le fameux qui fait quoi, quand, où. Donc quels sont les travailleuses qui sont impliqués, quelles sont les tâches qui sont à mettre bout à bout dans les calendriers de travail et comment ça s'intègre aussi sur les territoires. Voilà, et j'ai travaillé aussi entre 2 régions d'études, donc autour de Montpellier et puis autour de Clermont-Ferrand dans le massif du Sancy, donc région de montagne, élevage bovin laitier, et puis de l'autre côté Montpellier plutôt viticulture, avec un élevage, on va dire, interstitiel, plutôt des petits ruminants majoritairement. Voilà, donc 2 éléments importants, en fait, assez saillants dans ma thèse que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est d'abord, donc premièrement, moi je me suis intéressée aux trajectoires d'évolution de l'organisation du travail au fil du temps dans les élevages que j'ai enquêtés. Donc comment cette organisation, elle se met en place dans les élevages et comment elle se transforme au fil du temps. Et 2 résultats importants de cet axe de ma thèse, c'est d'une part que la mise en place des circuits alimentaires de proximité pour les éleveurs-éleveuses qui se lancent dans ces circuits, ça demande beaucoup de travail. C'est une charge de travail importante parce qu'il y a de nombreux apprentissages nécessaires pour intégrer ces différentes activités. Et il y a souvent un manque d'anticipation de ce temps de mise en route et de ce temps d'apprentissage qui peut aboutir à des difficultés organisationnelles et à des difficultés en termes de travail pour les personnes qui se lancent, en particulier les personnes non issues du milieu agricole. Donc voilà, un intérêt quand même à travailler sur cette entrée dans les circuits courts pour que ça se passe mieux pour les gens. Et puis, un autre élément important, c'est que au fil du temps, cette organisation de travail, elle évolue puisque les stratégies commerciales sur le long terme évoluent. Et donc ça, je me suis aussi intéressée à ça et mis en évidence les raisons pour lesquelles, en fait, ces exploitations, peut-être qu'elles évoluaient beaucoup dans le temps et avec une diversité de stratégies qui change. Et le deuxième élément que je voulais vous partager rapidement, j'ai également fait des enquêtes en fait, avec des intermédiaires qui travaillent avec les éleveurs-éleveuses, donc des abatteurs, des fromagers, des affineurs, des intermédiaires de vente, avec l'appui de Romain Cocagne, le stagiaire que j'ai encadré dans son stage, qui a fait une partie des enquêtes. Voilà. Et ce qu'on a constaté, c'est que en fait, les circuits courts, ça a changé aussi l'organisation du travail dans certaines filières territoriales. Donc à la fois, il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent, et puis il y a des acteurs qui étaient là déjà
et qui changent leur manière de travailler. Donc les abatteurs, ils changent leur manière de travailler pour intégrer des éleveurs en circuit court, etc. etc. Voilà. Et les éleveurs, ils sont largement impliqués dans ces changements, dans ces dynamiques. Voilà, ils jouent un rôle clé. D'autre part, on a au quotidien des configurations organisationnelles assez différentes qui se mettent en place entre éleveurs et intermédiaires, et qui sont associés aussi à des charges de travail différentes et donc à des éléments de tension aussi croissants dans nos territoires. Voilà. Merci Philippine. On passe à Juliette en abordant les questions de restauration collective. Et là, on aura besoin d'avoir le PowerPoint, la régie. Oui, mais bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Juliette Miguero-Leprince. Je suis en fin de thèse. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Philippine, moi, je m'intéresse à ce qu'on appelle innovation, donc les changements de pratiques, les changements de pratiques et d'activité à la fois donc, au niveau agricole et au niveau de la restauration collective. Donc, hier, il y a pas mal de personnes qui ont évoqué la restauration collective comme levier à la transition. Sauf qu'on sait aujourd'hui que c'est quand même pas facile d'intégrer des produits bio, locaux, en circuit court dans la restauration collective. Et donc dans ma thèse, j'ai décidé j'ai étudié 2 cas d'études où ils arrivent à s'approvisionner à 100% en produits bio, locaux et un maximum en circuit court. Et pour essayer de voir en fait qu'est-ce qu'on pouvait apprendre de ces cas. Et donc pour cela, en fait, j'ai approfondi la notion de conception couplée d'innovation. Et là, je vous ai juste fait deux petites diapos. Je sais pas comment ça marche. Ah, reviens. Non. Encore. Je suis pas assez patiente. Voilà. Et voilà. Donc en fait, ce qu'on appelle conception couplée d'innovation. Donc, innovation, ça intègre donc le changement de pratique ou d'organisation mis en œuvre par des acteurs. Et donc, ça serait des innovations donc, mises en œuvre par des acteurs de différents secteurs. Donc, dans ce cas-là, donc, des agriculteurs, des transformateurs, des acteurs de la logistique ou des acteurs dans les restaurants collectifs. Et l'hypothèse sous-jacente derrière, c'est que si ces acteurs changent leurs pratiques de manière coordonnée, avec un même objectif d'amélioration de la durabilité, du coup, ça pourra faciliter et créer des synergies entre ces changements de pratiques. Donc, pour illustrer ça, j'ai juste mis un petit exemple après. Donc, ça, c'est une situation qu'on a observée entre un agriculteur paysan boulanger en bio et un restaurant collectif. Et donc, l'agriculteur là, c'est dans sa fonction de boulanger, il a diminué donc, le temps de cuisson du pain de manière à produire du pain pré-cuit qui est conservable plusieurs jours au frais. Et donc ça lui a permis de diminuer le nombre de livraisons par semaine. Donc de passer à des livraisons quotidiennes à une livraison une fois par semaine. Donc réduire son temps de travail. Et en parallèle, dans le restaurant, dans la cuisine, ils ont intégré cette cuisson du pain dans leur activité. Et ça a permis d'adapter les volumes en fonction de l'effectif et aussi en fonction des menus. Donc finalement, ça permet de réduire globalement le gaspillage alimentaire et potentiellement les achats et donc de pouvoir acheter des produits à prix plus rémunérateur pour les agriculteurs tout en diminuant le gaspillage. Et donc finalement, dans ma thèse, pour étudier cette notion-là de conception couplée, j'ai approfondi 3 questions. Donc la première, c'est plutôt sur les processus de conception, donc comment les acteurs arrivent à se coordonner et arrivent à changer leurs pratiques ensemble. Le deuxième point, c'est comment en fait, on peut faire monter en échelle et se déployer ce type d'initiative, et notamment par l'accompagnement. Et la troisième question, c'est quels sont les impacts sur la durabilité de ce type de processus et des innovations qui en sont issues. Donc voilà, donc maintenant je peux passer la parole à Clémence. Merci Clémence. Du coup, moi, j'ai soutenu ma thèse en géographie en juin 2025, cette année, qui porte sur l'intégration des enjeux de justice sociale dans les politiques alimentaires territoriales. Mon travail s'est basé sur plusieurs constats qui ont aussi été évoqués au fil de ces 2 jours.
Tout d'abord, un des constats initiaux, c'est que le système d'aide alimentaire aujourd'hui fait face à de nombreuses limites, alors qu'il était pensé comme une réponse à de l'urgence dans la précarité alimentaire. C'est aujourd'hui une réponse structurelle aux situations de précarité alimentaire, mais qui pour autant fait face à de nombreuses limites, tant en termes de qualité des denrées distribuées, que même de quantité, au vu de l'augmentation de la précarité alimentaire, du fait de l'inflation, de la crise sanitaire ou des stratégies d'optimisation de la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple en grande et moyenne surface, qui aussi diminue les sources d'approvisionnement dans l'aide alimentaire. Ce système, il fait aussi face à des limites en termes de respect de la dignité des individus dans les distributions et de choix en matière d'alimentation. Et donc, un autre axe, un autre élément de point de départ, c'est aussi de constater que parallèlement, il y a des initiatives qui se développent depuis plusieurs décennies en faveur d'une reterritorialisation de l'alimentation, d'un accès aux circuits courts, à des produits de qualité. On a abordé le cas des AMAP ou des magasins de producteurs, mais on constate aussi que ces initiatives, elles restent relativement peu accessibles aux personnes précaires et aux foyers modestes. Et un troisième point de départ, c'est un peu comme ce qui était rappelé dans la table ronde de ce matin, comme en Pologne par exemple, c'est une montée en puissance des politiques alimentaires territoriales, comme en France avec les projets alimentaires territoriaux, les PAT, en particulier depuis 2020. Et il comporte un axe sur la justice sociale, sur l'accessibilité, le développement de filières solidaires. Donc moi, je me suis finalement intéressée dans ma thèse à comment est-ce que ces enjeux d'accessibilité alimentaire, ils sont pris en compte dans les politiques alimentaires territoriales. Ma thèse, elle comporte 3 volets de résultats. Un premier qui questionne le rôle des services déconcentrés de l'État dans les territoires et comment ces enjeux d'accès à l'alimentation peuvent aussi bousculer des logiques sectorielles dans l'action publique locale. Et comment justement la crise sanitaire a aussi contribué à mettre en mouvement des acteurs publics face à des enjeux qui apparaissaient plus importants. J'ai aussi développé un volet de recherche sur l'action des collectivités territoriales qui peuvent aussi mobiliser différents champs de compétences pour agir sur les enjeux d'accès à l'alimentation, aussi bien du point de vue de l'agriculture et du soutien aux circuits courts que de l'action sociale et du soutien à l'aide alimentaire ou encore des pratiques autour de l'urbanisme ou de l'environnement. Mais dans cette présentation, moi, je voudrais plus insister sur ce qui a fait plus lien avec les différentes discussions ces derniers jours autour d'initiatives qui sont portées par des acteurs socio-économiques et qui vont s'inscrire en faveur de ce qu'on pourrait appeler de manière assez large des filières solidaires. Et en fait, ces initiatives, dans le Puy-de-Dôme, là où j'ai fait mon enquête de terrain, elles apparaissaient plus ou moins articulées avec les systèmes alimentaires locaux. Et je voudrais vous donner 3 exemples de projets très différents qui ont émergé dans le Puy-de-Dôme à partir de 2021 et qui témoignent de reconnexions différentes entre l'aide alimentaire et les systèmes alimentaires locaux ou les circuits courts. Un premier projet qui est monté en puissance en 2021, qui s'est développé en Auvergne-Rhône-Alpes, vise plutôt à élargir les sources d'approvisionnement dans l'aide alimentaire. Et il est initié par le syndicat majoritaire en France, la FNSEA. Il est porté avec les chambres régionales d'agriculture et il développe au niveau local la stratégie d'articulation de la lutte contre la précarité alimentaire avec la stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc ce projet, il vise à élargir les sources d'approvisionnement pour l'aide alimentaire en récupérant des denrées issues des agriculteurs ou des industries agroalimentaires locales. Qui, en contrepartie, vont bénéficier d'une défiscalisation à hauteur de 60% pour leur redistribution d'invendus. Donc on voit là aussi, ce projet d'ailleurs, il est bien soutenu par différentes sources de fonds publics à travers des appels à projets, Plan France Relance, Mieux manger pour tous, Programme national de l'alimentation, subventions régionales, des fondations comme Carrefour qui vont mettre à disposition des camions. Bon, en tout cas, on a une stratégie aussi qui va reconnecter les systèmes alimentaires avec l'aide alimentaire en prenant en compte les agriculteurs et les industries agroalimentaires, mais en maintenant le système conventionnel, en venant en appui à celui-ci
et permettant aussi une sorte de mise en scène de la solidarité alimentaire pour des acteurs de multinationales qui vont présenter les dons qu'ils font de faibles quantités parfois lors des sommets de l'élevage autour de France. Donc ça, c'est une stratégie qui existe en fait et qui se développe d'ailleurs. Un autre projet qui a aussi émergé en 2021 dans le Puy-de-Dôme fait écho à la visite qu'il va y avoir cet après-midi des Jardins solidaires à Dinan, au reportage qu'il y avait aussi ce matin. C'est un projet qui vise à développer des filières locales pour approvisionner l'aide alimentaire. C'est un projet qui émerge, qui est porté par le Secours populaire français du Puy-de-Dôme à la suite de la crise sanitaire. Des marchés solidaires, populaires avaient été organisés pour fournir des débouchés aux producteurs qui rencontraient des difficultés d'écoulement de leur production. Et à la suite de la crise sanitaire, le Secours populaire, avec d'autres acteurs locaux, d'une commune, s'est dit on va essayer de pérenniser ces formes de distribution de produits frais, locaux, de légumes dans l'aide alimentaire. Et il profite de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, qui se développe à Clermont-Ferrand et qui vise à expérimenter un droit à l'emploi. Et un projet émerge, c'est celui de Jardins solidaires, donc les salariés qui vont travailler à l'EBE Jardins solidaires sont rémunérés par le biais de l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Des subventions permettent également des investissements sur la parcelle de maraîchage. Et les légumes sont vendus à prix coûtant aux associations d'aide alimentaire. En fait, ce projet, qu'on pourrait dire aussi de filière solidaire, il témoigne d'une reconnexion entre l'aide alimentaire, l'agriculture et aussi l'insertion sociale et professionnelle. Mais là, dans filière solidaire, ce qu'on entend surtout, c'est le développement d'une production locale dédiée à l'aide alimentaire via l'insertion professionnelle. Enfin, un troisième projet aborde différemment ces enjeux aussi. Il a été abordé, bien que moins développé dans d'autres territoires, c'est un projet qui s'inspire de la sécurité sociale de l'alimentation. Il s'appelle Solidoom dans le Puy-de-Dôme. Il émerge aussi en 2021. Il est porté par une association qui vise à développer les monnaies locales et il s'inspire d'un projet de sécurité sociale de l'alimentation au niveau national qui porte un plaidoyer pour intégrer une branche alimentation dans la sécurité sociale pour assurer un droit à l'alimentation à travers un budget dédié, redistribué sur la base de cotisations sociales et pour acheter des produits conventionnés de manière démocratique au niveau local. Certains projets ont décidé de ne pas attendre une loi nationale pour se lancer et Solidoom fait partie de ces projets. Il reste relativement faiblement déployé avec environ 40 personnes qui bénéficient d'une redistribution de 40 Doom, un équivalent euro, pour acheter des denrées qui sont dans des commerces qui adhèrent à la charte de valeur de la Doom. Là, c'est un projet qui est porté plutôt par des acteurs de l'économie sociale et solidaire et qui a un faible poids au niveau local, avec un soutien ambivalent des acteurs publics locaux qui ont une certaine frilosité à s'engager dans ce type de soutien à des projets alternatifs. C'est plutôt des acteurs qui vont se rapprocher d'organisations paysannes. Et les difficultés à l'émergence de ce projet, avec des appels à projets qui sont refusés aussi, témoignent aussi du temps long de la construction d'initiatives qui visent à transformer le modèle dominant. En tout cas, à travers ces trois cas, on voit que dans les connexions entre aide alimentaire et système alimentaire, on a des rapports différenciés aux enjeux de reterritorialisation de l'alimentation, avec certaines initiatives qui apparaissent plus ou moins compatibles ou en soutien au système alimentaire conventionnel, notamment à travers la défiscalisation des dons. En tout cas, on voit là aussi des tensions entre filières longues et circuits de proximité, entre enjeux de localité et de durabilité vis-à-vis des enjeux d'accès à l'alimentation. Merci Clémence. Alors comme on le voit, vous avez abordé les questions d'alimentation locale prises dans un sens très large à partir de différentes échelles. Ce ne sont pas des thèses qui étaient focalisées toutes sur les questions de circuit court. La question suivante serait de dire finalement, à partir de votre recherche doctorale chacune, quels sont les enjeux scientifiques que vous y voyez pour le développement ou la consolidation de ces circuits courts alimentaires de proximité ou plus largement des systèmes alimentaires territoriaux.
Yantel, si tu veux bien. Oui, eh bien, je vais revenir sur un point que j'ai mentionné dans l'intervention précédente, c'est de la façon dont j'ai finalement conclu ma thèse, c'est de dire que la résilience, c'était une dynamique collective, donc une dynamique dans le temps, collective, parce que, comme on le dit depuis 2 jours, les circuits courts, c'est aussi une activité économique. Et dans ma thèse, je me suis rendu compte qu'en cas de crise, en fait, cette activité économique, elle était rendue possible et maintenue pas uniquement par des acteurs économiques en tant que tels, comme on a l'habitude de les entendre, comme les producteurs ou les distributeurs, mais aussi par des relations plus informelles, comme des amis ou la famille qui venaient aider. Donc vraiment ces réseaux divers et variés qui ont participé au maintien de l'activité économique sur les fermes. Et partant de finalement cette conclusion un peu de ma thèse, que le réseau créé par les circuits courts favorise leur maintien en cas de crise, j'identifie un peu 2 perspectives de recherche, en tout cas je les propose à discussion. La première, c'est de réfléchir à, justement, avec ce réseau créé par les circuits courts, qui inclut différents producteurs qui produisent ensemble ou qui commercialisent ensemble, qui sont voisins, ce réseau plus élargi des clients, ceux qui sont fidèles, ceux qui le sont moins, de réfléchir finalement à une dimension de la résilience qui soit plus collective justement, et de sortir de cette vision qu'on a souvent très individualiste et responsabilisante de ce mot, et de réfléchir à quel rôle peut jouer chaque individu et chaque acteur en cas de crise. Essayer de réfléchir en anticipant possiblement, en réfléchissant un peu aux crises qui peuvent advenir, en réfléchissant à celles qui sont déjà advenues, quels sont les rôles qu'on a pu voir, qui a participé à quoi, comment, et réfléchir un peu mieux à cette question aussi pour être mieux préparé aux crises qui arrivent, et réfléchir à quelles sont les actions qu'on peut mettre en place de façon collective aussi pour sortir de la charge importante qui a incombé aux producteurs pendant ces 2 crises, de réorganiser leur circuit, de communiquer auprès des clients par exemple, voilà, d'un peu mieux penser tout ça. Et aussi dans cette idée d'anticiper un peu mieux les futures crises et de limiter leurs effets négatifs, c'est aussi de réfléchir à la résilience pas simplement comme une réaction face à une crise qui est arrivée, mais aussi de réfléchir peut-être un peu plus en amont aux crises qui pourraient arriver et comment on pourrait changer le fonctionnement des circuits courts pour éviter que certaines crises n'arrivent de nouveau. Et là, je pense notamment à certains travaux qui sont déjà menés, par exemple dans le projet Atlas, dont certains membres sont ici aujourd'hui, pour réfléchir justement à quelles sont les crises qui peuvent arriver, comment on y réfléchit, et comment on réduit, on ne pourra pas anticiper et réduire tous les effets négatifs de toutes les crises, mais en tout cas permettre à nos systèmes d'être plus fluctuants, comme c'était dit hier, et comment diminuer un peu les chocs endogènes pour être plus résilient face à une diversité de crises. Merci Yantel. Moi, il y a des choses qui font écho à ce que tu as dit. Dans le cadre de ma thèse, il me semble qu'il y a 2 éléments vraiment importants. C'est d'une part la nécessité de continuer à se questionner sur le travail associé à ces circuits courts, circuits alimentaires de proximité. Dans le travail de revue de littérature qu'on a conduit avec mes encadrants, on a pu constater que cette question du travail, en fait, elle est assez récente dans l'univers de la recherche. La majorité des articles que nous, on a recensés, en fait, ils datent de même pas une dizaine d'années. Et pourtant, les enjeux, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux puisque ces circuits, même si ils apportent énormément de satisfaction au travail, même s'ils contribuent à reconnecter producteurs, consommateurs, à renouveler tout un tas de choses. En même temps, ils reposent aussi sur du travail gratuit, de la main-d'œuvre bénévole. Ils reposent sur une forte charge de travail qui est quand même inégalement rémunérée. Ils posent de grands défis en termes d'apprentissage. Voilà, et je pense que la question de la rémunération, elle est vraiment pas à négliger si on souhaite à terme en fait que ces circuits se massifient. Voilà, d'où voilà moi mon appel à continuer à s'intéresser au travail et à continuer ces recherches-là. Voilà.
Et l'autre point, je pense, important, c'est finalement la question de l'organisation territoriale du travail et du pilotage en fait, de cette organisation-là. Puisque moi, ce que je vous disais un petit peu avant quand j'ai pris la parole, ce que j'ai constaté donc, sur les 2 territoires sur lesquels je travaille, c'est que finalement, en tout cas dans le cas de l'élevage, mais je pense que c'est vrai pour toutes les filières, en fait, les agriculteurs et agricultrices ne sont pas seuls. Il y a tout un tas de personnes qui gravitent autour de ces productions agricoles et qui sont embarquées aussi dans les transformations associées au circuit court, à la mise en place de circuits courts. Et du coup, le point que je vois, c'est que moi, sur mes terrains, les éleveurs-éleveuses sont très, très engagés. Ils vont s'impliquer dans la reprise d'abattoirs qui sont sur le point de fermer. Ils vont être impliqués dans des dispositifs de magasins de producteurs. On en a beaucoup parlé, des points de vente collectifs. Ils vont être moteurs dans la formation de leurs pairs. Ils vont également ouvrir des ateliers de découpe collectifs, des boucheries, etc. Travailler en partenariat avec des abattoirs. Et finalement, en fait, on leur demande peut-être beaucoup à certains moments. Et du coup, à la fois, c'est super parce qu'on peut se dire que finalement, ces éleveurs-éleveuses, ils sont acteurs, actrices du développement territorial et en fait ils contribuent à faire émerger des dispositifs qui leur conviennent, leur ressemblent, et à la fois peut-être que parfois ils sont peut-être un peu trop seuls. En tout cas moi sur certains dispositifs je le pense, et ça pose la question de quel pilotage de ces initiatives à l'échelle territoriale. Et pour vous donner un exemple, nous il y a des questions qui se posent fortement, notamment dans l'Hérault, sur la question des abattoirs. Qui, pour survivre, ont été fortement incités à développer des ateliers de découpe qui sont essentiellement fréquentés par les éleveurs-éleveuses en circuit court de nos territoires. Et en même temps, en ce moment, on est aussi en train de financer des ateliers de découpe dans les exploitations. Et du coup, les abatteurs ne sont pas forcément très contents parce qu'ils se disent « mais si jamais on nous ferme l'atelier de découpe parce qu'il n'y a pas assez de gens, qu'est-ce qui va se passer ?» Et en même temps, les éleveurs-éleveuses des territoires disent oui, mais ce qui se passe dans les ateliers de découpe à l'abattoir, c'est pas tout à fait conforme à ce qu'on aimerait nous avoir comme qualité, comme produit, etc. Donc, vous voyez que là, on est sur des points de tension qui en fait mériteraient qu'il y ait un travail quand même plus fourni pour dépasser un peu ces problématiques. Et puis là encore, ce qui se joue derrière, c'est l'éventuelle massification ou extension de ces réseaux. Et si on veut transformer tout ça, peut-être que c'est pas, qu'il faut se donner une autre amplitude pour ça. Et pour finir, même si ça tombe sous le sens, moi j'aime bien quand même rappeler que les transformations agricoles qu'on a connues en France, notamment ces politiques de modernisation qui ont été conduites dans les années 60 et qui ont contribué à faire émerger ce système conventionnel avec les problèmes qu'il pose, c'est quand même des politiques qui ont été massivement subventionnées avec des dispositifs d'accompagnement qui ont été énormes. Et aujourd'hui, si on a envie aussi de faire advenir un autre modèle agricole, du moins de le faire vivre en parallèle, voilà, peut-être qu'il y a des questions aussi à se poser de comment on s'engage là-dedans, d'un point de vue aussi politique et de soutien. Voilà, merci. Merci Philippine. À toi Juliette. Du coup, pour moi, dans ma thèse, il y a un peu un fil conducteur qui a été sur finalement comment on arrive à faire monter en échelle et déployer ces processus de conception couplée d'innovation qui semblent apparaître comme des processus assez vertueux, porteurs de transition, qui amènent des changements synergiques dont on a besoin. Et pour ça, dans les 2 cas d'études qu'on a étudiés, on a identifié un peu 3 modalités de ce changement d'échelle. Donc sur le premier cas d'étude, c'est une structure qui approvisionne les structures de petite enfance en Île-de-France et qui fournit 18 000 repas par jour. Donc c'est quand même une structure à une taille assez conséquente, qui n'est pas uniquement une petite niche avec une cantine d'un village qui travaille avec un agriculteur du coin. Et là, le facteur clé qui
qui a facilité justement ces changements coordonnés, ça a été la présence en fait d'une multitude d'arènes d'échange, d'espaces d'échange où les intermédiaires ont pu fluidifier les informations, ont pu fluidifier le partage d'informations. Donc dans ce cas-là, les cuisiniers et les agriculteurs n'échangent jamais entre eux, mais par contre, il y a un transfert d'informations qui est très efficace en fait via le biais d'intermédiaires, dont une coopérative, dont un intermédiaire logistique, et voilà. Ouais, c'est la première un peu modalité de changement d'échelle de cette conception, de cette manière de changer ces pratiques. Le deuxième point qu'on a vu, c'est plutôt la multiplication de situations de conception couplée, donc d'échanges directs entre agriculteurs et restaurants collectifs. Et pour ça, là, on a étudié toute la politique départementale faite par le Conseil départemental de Dordogne, qui, eux, proposent un accompagnement à la fois des équipes de cuisine et des agriculteurs, et de manière en fait à les accompagner pour changer ensemble leurs pratiques et accompagner les restaurants à s'approvisionner au maximum à ce qu'ils appellent le 100% bio, local, fait maison. Et pour ça, en fait, on a vu qu'ils déployaient une approche d'accompagnement multiple en hybridant plusieurs approches, dont la mise à disposition de ressources variées, la facilitation d'échanges entre pairs. Donc là, par exemple, pour des cuisiniers, pour échanger des recettes, pour des agriculteurs, d'échanger des problèmes, échanger sur des problématiques agronomiques. Et il y avait aussi, du coup, la supervision de premières conceptions couplées d'innovation, qui finalement permettaient des apprentissages où, lorsque cuisiniers, agriculteurs, parfois intermédiaires, apprennent à travailler ensemble, du coup, ça facilite la réplication de ce type de processus avec d'autres acteurs. Donc, il y a cette notion d'apprentissage, donc apprentissage du travail ensemble, apprentissage à changer ses pratiques, et donc ce qu'on a qualifié finalement de renforcement à la fois de capacité d'innovation et de capacité de collaboration. Et le troisième point qu'on a vu, donc c'est dans cette lignée en fait d'apprentissage par la mise en œuvre, qui était que dans la plupart des cas qu'on a étudiés, il y a eu un apprentissage au début sur un produit, sur une filière, où les agriculteurs et cuisiniers, parfois intermédiaires, se sont coordonnés au début sur un produit. Donc, par exemple, en demandant un produit 100% issu de l'agriculture biologique. Et ensuite, après avoir appris ça, ils ont pu déployer sur d'autres produits. Et donc ça, c'est une des pistes opérationnelles pour la rédaction, notamment des appels d'offres, qui, comme a été suggéré ce matin, apparaît souvent comme un frein à cette transition de la restauration collective. Mais dans notre cas, on a plutôt vu que ça pouvait servir comme un levier pour rythmer justement ces transitions en augmentant progressivement les exigences. Et voilà. Donc, je passe la parole à Clémence. Merci. Ouais, en piste de travail aussi, pour continuer un peu sur ce que vous disiez, moi, ma thèse qui était plus sur le volet accès à l'alimentation, en fait, elle a un peu rappelé le fait qu'il n'y a pas que les circuits courts aussi. Ce n'était pas moi l'entrée principale de ma recherche. Et en fait, au contraire, ce qu'on voit plutôt émerger là avec les 3 projets dont je vous ai parlé précédemment, c'est le fait de se dire que en fait, pour une majorité de la population, l'accès à l'alimentation, il passe par des filières longues, distribuées en grande et moyenne surface, qui vont d'ailleurs avec des acteurs qui vont renouveler leurs pratiques aussi pour intégrer des enjeux sociaux de solidarité alimentaire. Un autre volet va donc être là celui qu'on a davantage abordé aujourd'hui sur des initiatives de reterritorialisation, de développement des circuits courts, avec un travail pour en améliorer l'accessibilité, par exemple via les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation ou de travailler sur le pouvoir d'achat, des prix différenciés. Et il y a aussi peut-être un axe qui émerge avec des poids plus ou moins importants et puis de manière hybride aussi, selon les cas, mais avec le développement de filières qui pourraient être dédiées à l'aide alimentaire, avec des circuits plus ou moins courts d'ailleurs. Et je pense que ça fait écho à en fait, ce qu'on voit là comme des petites initiatives marginales. On peut aussi se questionner sur qu'est-ce que ça donnerait en termes de massification, leur déploiement,
Et comment est-ce qu'on peut articuler la lutte contre la précarité alimentaire, non pas avec le gaspillage alimentaire à travers la gestion des invendus et l'optimisation des coûts liés aux invendus, mais plutôt adosser la lutte contre la précarité alimentaire aux enjeux de reterritorialisation de l'alimentation. Et donc, peut-être que partant de ce qui se passe déjà aujourd'hui sur les territoires, on peut se questionner, mais qu'est-ce que ça donnerait si on développait ces stratégies en questionnant qu'est-ce que ça représente en termes de surface, en termes de travail, en termes de fonds publics, pour articuler qualité et accessibilité. C'est aussi des questions de modèle économique. Et donc ça, je pense que c'est une piste de travail qui pourrait être poursuivie pour aussi nourrir le débat autour de ces différentes stratégies et apporter des éléments qui peuvent nourrir les réflexions autour de changements d'échelle de ces initiatives. Et puis faisant écho aussi à ce que tu disais, Philippine, je pense qu'il y a un enjeu autour des politiques publiques. L'aide alimentaire aujourd'hui, elle est encastrée dans des politiques publiques à différents niveaux, au niveau européen, national, local, qui vont soutenir ce système. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu là, dans la fabrique de ces politiques publiques à aussi mieux cerner le rôle des acteurs du marché pour développer des pratiques qui leur sont favorables aussi, par exemple à travers les mécanismes de défiscalisation ou encore les mécanismes de retrait communautaire à l'échelle européenne qui permettent de gérer les excédents de production et de les redistribuer à l'aide alimentaire au niveau local. Donc voilà, je pense qu'il y a des enjeux à approfondir aujourd'hui l'articulation entre les pratiques d'aide alimentaire et les filières longues, qui en bénéficient, et comment est-ce qu'on peut transformer ces politiques publiques aussi pour le soutien aux circuits alimentaires de proximité accessibles à tous. Merci Clémence. Vous voyez, il y a différents points d'entrée finalement qui sont assez complémentaires. Alors je bascule sur la dernière question qui est un peu difficile, qui est celle de se projeter notamment sur des objets, des enjeux de travail dans le prochain RMT, qui sont des enjeux d'accompagnement. Alors évidemment, pour Philippine et Juliette qui n'ont pas fini encore leur thèse, peut-être que c'est une question qui peut sembler difficile de dire finalement comment on peut se projeter sur les types d'accompagnement à partir de vos recherches doctorales. Et je me permets pour ramasser cette question de l'adresser plutôt à Yantel et Clémence qui ont fini leur thèse. Yantel, tu... Oui. Donc pour répondre à cette question, je vais repartir très rapidement d'un exemple qui est... Quand j'interrogeais les producteurs et les productrices, j'avais plusieurs questions qui étaient très répétitives et très précises. Je leur demandais quels avaient été les effets de la crise à tel moment sur la ferme, quels avaient été leurs besoins et vers qui est-ce qu'ils s'étaient tournés pour mettre en place les solutions qu'ils avaient besoin de mettre en place. Et en fait, quand on prend le cas de la crise Covid, finalement, très peu de fois, les agriculteurs et agricultrices que j'ai interrogés ont mentionné, par exemple, les organismes d'accompagnement tels que les chambres d'agriculture ou les CIVAM. Ce qui ne veut pas dire que pendant cette période, ces acteurs n'ont rien fait, mais ce qui veut dire que les producteurs et productrices avaient du mal à ce moment-là à les identifier comme des pourvoyeurs de ressources, comme des acteurs qui pouvaient être sollicités pendant une crise pour chercher des solutions ensemble. Et ça me fait revenir au point dont je parlais tout à l'heure de réfléchir collectivement à quel est le rôle de chacun dans le cas d'une crise et comment est-ce qu'on s'organise collectivement pour anticiper les futures crises à venir. Et ce qui me fait terminer du coup sur ce point de réfléchir, notamment dans le cadre du RMT, à faire c'est l'avantage d'un RMT, c'est de faire rencontrer différents acteurs, de faire remonter les besoins du terrain, de faire réfléchir au rôle de chacun et chacune. Et peut-être que du coup, en termes d'accompagnement, trouver un peu une porte d'entrée crise, je dirais, et comment on réfléchit aux futures crises et quel rôle de chacun et chacune dans le RMT peut avoir vis-à-vis des autres en cas de future crise, ça peut être utile pour réfléchir à l'accompagnement des circuits courts et leur maintien face aux incertitudes à venir. En termes de perspective pour l'accompagnement qui va prendre en compte les enjeux d'accès à l'alimentation autour des circuits courts, je sais que là, il y a des acteurs différents dans la salle, mais clairement, avoir des ressources financières pour expérimenter au niveau des associations ou des groupements d'acteurs, c'est important. Donc souvent, dans les associations autour de l'accès à l'alimentation, c'est des bénévoles.
Donc c'est difficile d'avoir du temps salarié dédié à expérimenter, à tisser des liens entre producteurs, consommateurs, acteurs des filières. Donc bon, ça c'est une manière d'accompagner qui a de l'impact financièrement, mais c'est aussi apporter de la légitimité d'action à travers le soutien des politiques publiques ou l'accompagnement par la recherche ou par d'autres acteurs aussi qui vont mettre en lumière ce qui se passe et apporter de la légitimité et faciliter l'action de ces initiatives. On a aussi beaucoup parlé des acteurs de l'accompagnement, des supervisors. Et du coup, je pense qu'il y en a beaucoup dans le milieu agricole aussi, mais au niveau des enjeux d'accès à l'alimentation, c'est un peu moins clair. Et en fait, il y a des liens qui se tissent, qui peuvent être mis en évidence. Par exemple, autour du projet Solidoom, quand il y a eu une opportunité financière qui incitait à travailler avec différents acteurs, des acteurs plutôt de l'accompagnement agricole se sont dit « Ah, mais en fait, je peux travailler sur l'accès à l'alimentation parce que ça fait le lien avec les agriculteurs que j'accompagne. » Donc, il y a des acteurs de l'accompagnement agricole qui peuvent aussi s'intéresser aux enjeux d'alimentation et d'accès. Et du coup, ça demande aussi d'apprendre qui sont les acteurs, comment le territoire aujourd'hui fonctionne, par qui il est caractérisé, ce qui demande donc de la connaissance des autres acteurs locaux, du territoire, et peut-être un accompagnement aussi à la co-construction de stratégies qui sont adaptées au contexte local et pas forcément dans une logique de marketing territorial qui vise à faire mieux que le territoire d'à côté, qui est mis en lumière par d'autres politiques publiques qui vont dire bon, voici le meilleur exemple, mais plutôt partir de comment ça se passe dans les territoires et accompagner pour répondre aux enjeux spécifiques du territoire. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre de vous être prêtés à cet exercice de résumé, de concentration des résultats majeurs ou des messages majeurs de vos recherches doctorales. Et on aura le temps maintenant de se tourner vers la salle et de voir si ça fait écho à des choses à partir de ces travaux-là, si vous avez des questions. Et je pense que nos jeunes docteurs vont s'y prêter volontiers. Qui veut bien? Oui, allez-y. Oui, bonjour, Sandrine Bis pour la Confédération Générale Alimentation en Détail. Donc moi, je représente par rapport au circuit de proximité les métiers de bouche. Moi, j'avais une question plutôt par rapport à Philippines. Alors, je vous remercie toutes les quatre, c'était très intéressant vos présentations, mais j'avais plus une interrogation par rapport à la présentation de Philippines, puisque dans ce que vous indiquiez, vous disiez qu'il y a une diversification qui se passe au niveau des exploitations agricoles, qui sont aussi une charge et qui a un impact sur le métier d'agriculteur. Alors moi, je rappelle juste qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur les territoires, que sont les métiers de bouche, et dont le métier est la transformation et la vente. Hier, on a eu un atelier où on a montré la complémentarité du monde agricole et du monde des métiers de bouche pour valoriser les productions agricoles locales. Et en même temps, on a des métiers qui sont spécialisés dans ces activités. Donc moi, j'ai été surprise qu'en fait, dans votre façon d'aborder les choses, vous n'aviez pas, en tout cas, peut-être que vous n'aviez pas assez le temps pour parler de ces aspects-là, mais vous avez aussi la possibilité de travailler avec le monde des métiers de bouche. Par ailleurs, vous souleviez des thématiques sur le fait que les agriculteurs se battaient un peu tout seuls sur les territoires, sur des thématiques comme les abattoirs. Moi, je vous engage vivement, puisque hier aussi dans l'atelier, il y a un boucher qui intervenait et qui expliquer les réflexions qu'il y a en matière d'abattoirs pour avoir des abattoirs de proximité, mais en même temps, comme les ressources financières ne sont pas très importantes, de voir comment on pouvait les localiser sur les territoires pour qu'elles répondent aux besoins de tout le monde. Et je pense que les agriculteurs, les éleveurs comme les bouchers, ils ont la même problématique. Ils veulent avoir ensuite, ils veulent avoir des bêtes qui soient bien élevées, bien transportées et bien abattues pour le respect ensuite du produit fini qui est la viande. On sait quand il y a des mauvaises conditions, on n'a pas un bon produit. Donc moi, c'est plus une question ou une interpellation, en tout cas,
dans vos travaux et puis les travaux à venir, il faut pouvoir continuer à avoir cette synergie. Yuna connaît bien la thématique pour que tous les acteurs des territoires arrivent à travailler ensemble et puis chacun permettre à l'autre d'exercer son activité sans avoir une surcharge de travail, de charge mentale et de problématiques. Donc à disposition sur les territoires pour travailler sur ces sujets. Philippine, peut-être à partir des études de cas que tu as abordées, est-ce que tu as observé ces collaborations ? Oui, donc du coup, merci beaucoup de me donner l'occasion de revenir un peu sur ce point que je trouve, moi, passionnant, justement, sur ces relations de travail entre ces différents acteurs. Et en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec les points que vous soulevez. C'est tout à fait ce que j'ai observé. Ces synergies dont vous parlez, alors parfois, elles se font au départ un peu dans la confrontation. D'autres fois, il y a des situations où c'est plus fluide. En tout cas, ça se construit, ça évolue. Et moi, ce que vous évoquez, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en fait autour d'un abattoir qui est sur ma zone d'études Montpellier-Rennes. En fait, cet abattoir-là, il a monté, donc pour des raisons à la fois économiques, mais aussi de développement territorial, en 2006, un atelier de découpe à destination des éleveuses du territoire. Voilà, donc à la fois pour proposer un nouveau service de découpe et aussi pour équilibrer les finances de l'abattoir. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec cet exemple, c'est qu'à partir de cet atelier de découpe où au départ il y avait juste une simple découpe, puis après ils se sont dit oulala, il faut qu'on fasse de l'étiquetage parce qu'en fait c'est nécessaire, il faut qu'on fasse de la mise sous vide, en fait les éleveurs-éleveuses ils ont besoin aussi de saucisses, et petit à petit en fait cette initiative elle a pris de l'ampleur, et en fait autour de ça aussi ça s'est construit tout un dialogue entre les différents acteurs et actrices de toute la filière, que ce soit éleveurs-éleveuses, les ateliers aussi de transformation carnée chaude qui se sont montés sur le territoire après dans les années 2010. Et donc je trouve que justement c'est un bel exemple de comment à partir d'un outil au départ qui est créé peut-être... alors moi, c'est l'impression que j'ai eue dans les enquêtes que j'ai menées, peut-être un peu aussi à reculons, par contrainte au départ avec l'abattoir. Finalement, aujourd'hui, il permet d'instaurer ce dialogue entre les différents acteurs, actrices. Et comment, aujourd'hui, on en arrive à avoir des acteurs de l'abattoir qui s'engagent aux côtés des éleveurs-éleveuses qui souhaitent monter un atelier, un abattoir mobile sur le territoire. Et donc, finalement, c'est aussi encourageant de voir qu'en fait, quand on fédère tous les acteurs et qu'on engage tout le monde, on arrive à faire des choses qui bénéficient petit à petit à tout le monde. Et c'était ça aussi que j'ai essayé de transmettre comme idée, le fait de continuer à créer des synergies et pas forcément se dire que c'est aux éleveurs-éleveuses d'endosser toutes les responsabilités, mais vraiment d'essayer d'engager toutes les filières. De toute façon, ces acteurs sont là et ils ont besoin des éleveurs, éleveuses, agriculteurs, agricultrices pour continuer à travailler. Et voilà, l'idée, c'est pas de faire chacun dans son coin, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre interpellation, mais je suis contente d'avoir pu vous parler de cet exemple que je trouve assez chouette. Merci. D'autres questions ? Oui, Julie Gosselin, donc je dirige l'interprofession bio-bretonne, Interbio Bretagne. Donc déjà merci pour vos riches témoignages à toutes les quatre. J'avais une question excusez-moi pour le prénom, Yantel, c'est ça ? Yantel, voilà. En dehors des crises, est-ce que vous avez regardé comment on peut capter finalement les consommateurs du territoire sur les circuits courts en fait? Parce que nous, ce qu'on constate en Bretagne, c'est qu'il y a effectivement eu la crise du Covid où les circuits courts ont capté beaucoup de consommateurs qui sont ensuite repartis, alors que pourtant leur point de vente avait été bien identifié. Donc est-ce que c'est une question que vous avez adressée ou est-ce que vous avez recueilli des témoignages par rapport à ça? Merci. Oui, merci pour cette question. Je vais répondre en deux temps peut-être. Déjà pour dire que dans ma thèse, du coup, c'est pas forcément un point d'entrée que j'ai eu parce que moi, je me suis intéressée vraiment à cette période de crise qui a un peu vu un enchaînement de Covid puis inflation qui ont conduit à plusieurs difficultés sur les exploitations. Ce qui me fait dire qu'en fait, ils n'en ont pas forcément capté plus, ils ont aussi essayé de batailler pour conserver leurs consommateurs.
notamment pendant le cas de l'inflation. Et c'est là où je montre, en tout cas dans ma thèse, l'intérêt de la vente directe, par exemple, pour pouvoir discuter avec les clients, pour pouvoir leur faire comprendre les difficultés qu'il y a sur les exploitations et justifier parfois des hausses de prix qu'on a un peu du mal à appréhender quand il s'agit de fruits et légumes parce que c'est un produit quotidien. Et donc voilà, pour ce qui est de ma thèse, je montre un peu comment ces circuits courts, en tout cas, permettent, alors pas d'en capter des nouveaux en temps de crise, mais en tout cas de les faire participer à l'effort, entre guillemets, pour maintenir l'activité. Et après, par contre, pour répondre un peu plus à votre question sur les fluctuations qu'il y a pu y avoir entre Covid, avant, après et tout ça, je vous renverrai à l'étude qu'on a réalisée au sein du RMT, justement, qui s'appelle enquête, peut-être que vous l'avez déjà vu, évolution des ventes en circuit court après Covid, dans laquelle on est allé interroger plusieurs acteurs, donc des producteurs, mais aussi des magasins de producteurs, des métiers de bouche, justement, des interprofessions, pour essayer de voir, justement, d'avoir un peu des chiffres sur ces évolutions qu'il y a eu avant et après Covid, parce qu'on avait eu vent de toutes ces désaffections pour les circuits courts. Et ce qu'on a montré dans l'enquête, alors bon, ça reste une enquête, mais c'est que finalement, c'était pas tant un déclin vraiment fort des clients que aussi des problèmes économiques venus d'anticipation trop optimiste des acteurs des circuits courts, portés par l'euphorie de la crise Covid, qui ont eu par exemple des investissements importants, qui ont finalement qui n'ont pas pu être absorbés par ce retour à la normale. En fait, c'est plus c'est des retours à des rythmes plus lents de fonctionnement après Covid que vraiment des déclins, en tout cas pour certains circuits. Et dans cette enquête aussi, ce qu'on montre, c'est que finalement, c'est une question en tout cas qu'on se pose, mais il faudrait revoir l'article, c'est de dire est-ce que ces clients ils sont partis vraiment des circuits courts ou est-ce que ça a été capté aussi par d'autres acteurs qui ont pris l'opportunité de la crise Covid pour se monter, des paniers de livraison en ligne avec la ruche qui dit oui par exemple qui a explosé par exemple, ou des supermarchés, on en parlait hier, qui ont aussi pris ce créneau de circuits courts et en fait du fait d'être pratique pour les consommations quotidiennes, ont peut-être capté ces clients. Donc voilà, je réponds par deux temps en disant que dans ma thèse, c'est pas forcément une question qu'on a posée, mais cet article, en tout cas, il donne quelques hypothèses. Il faudrait refaire l'enquête, on aurait dû refaire une enquête parce que le bio, en plus, pour le coup, a eu une fluctuation assez importante dans les années suivantes en termes de consommation, mais ça repart. Mais on n'a pas de chiffres là-dessus. Voilà. Merci Yantel. D'autres questions? Je vous en prie. Oui, je me pose la question du coup de l'avenir sur les fermes, d'évolution potentielle. Et est-ce que il y a des actions qui ont été mises en place? On voit qu'il y a effectivement des agriculteurs qui ont investi sur un atelier de transformation, ça leur a coûté de l'argent, mais il n'est pas forcément utilisé à 100% du temps. Est-ce qu'il y a on réfléchit, on voit aussi que dans l'avenir des circuits courts et des nouvelles constructions agricoles, la coopération et l'installation en collectif peut être intéressante, mais les fermes ne sont pas forcément adaptées. Et comment les fermes qui sont déjà installées pourraient travailler en réseau d'agriculteurs sur plusieurs fermes, sur plusieurs sites. Et est-ce qu'il y a... Je repense aux questions avait abordé Françoise Morisot-Brault hier, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas des freins réglementaires à du coup sous-louer son laboratoire de transformation à la ferme, voilà, des questions un peu comme ça de nouveaux schémas. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, qui commencent à structurer sur la mise en réseau entre fermes d'actions collectives Là, c'est une question qui serait à l'interface entre exploitation agricole et territoire. Est-ce que des éléments ont été abordés dans vos thèses, Philippine comme Yantel, voire les travaux de Juliette, si on parle des agriculteurs impliqués dans la restauration collective? Je vais essayer de répondre. Je ne sais pas s'il marche le micro. Merci. Oui, je vais essayer de répondre et je laisserai Philippine compléter.
Pour dire comment des fermes déjà installées pourraient travailler en réseau, moi je vais repartir encore des exemples que j'ai pu voir pendant ma thèse, qui portent sur les exploitations maraîchères, où je pense qu'il y a quand même moins de réglementation que quand on parle d'un abattoir. Notamment pendant la crise de l'inflation, une des premières conséquences, c'est pas l'unique, mais ça a été l'augmentation des coûts de production qui a été énorme. Et par rapport à ça, il y a, en tout cas dans certains, je pense par exemple dans le Gers, où j'ai rencontré plusieurs agriculteurs qui se connaissaient déjà via le CIVAM, mais qui en fait ont décidé de mutualiser certains outils de production, qui ont décidé de mutualiser certains achats. Enfin, ça peut paraître assez basique, mais en fait c'est des choses qui n'étaient pas forcément dans leur culture de production et qu'ils ont mis en place parce que des groupements d'achat entre producteurs, ça peut permettre de réduire les coûts, ça peut permettre aussi d'être plus important dans les négociations avec les approvisionneurs, je sais plus le mot, pardon. Voilà, donc c'est des choses assez basiques, je dirais, mais par exemple, ils ont monté aussi une pépinière pour pouvoir eux-mêmes produire leurs semences et pour être moins dépendants de certaines importations, de certaines matières premières. Donc c'est des exemples assez, je dirais, très localisés, en tout cas dans ce qui concerne ma thèse, qui ont, en fait, c'est de fait de prise de conscience dans le cas de la crise de l'inflation, des coûts et de la dépendance qu'ils avaient à certains approvisionnements lointains qui se sont réorganisés à petite échelle. Voilà, mais encore une fois, c'est des exploitations maraîchères, donc c'est pas forcément les mêmes enjeux que ce qu'il peut y avoir quand il y a plus de transformation aussi. Oui, je vais essayer de compléter sur les filières animales. C'est pas évident, je trouve, comme question. En tout cas, moi, ce que je peux dire sur mes territoires, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une dimension humaine, relationnelle, qui est hyper importante dans la capacité de tel projet à émerger et se maintenir au fil du temps. Et il y a aussi des histoires dans certaines filières de densité aussi d'éleveurs qui sont plus ou moins importantes et qui font que certaines choses sont possibles et certaines choses le sont moins. Voilà, et puis au-delà même de la densité d'éleveurs, je dirais de la densité d'éleveurs qui sont engagés dans les circuits alimentaires de proximité. Je peux évoquer peut-être 2 exemples dans les filières viande, moi, que j'ai observé. Donc un exemple qui a marché, puis un qui a moins marché. Donc c'est dans l'Hérault, il y a notamment 2 boucheries d'éleveurs qui fonctionnent pas mal et qui se sont montés donc là à l'initiative de tout petits collectifs donc de 4-5 éleveurs diversifiés qui en fait se sont regroupés pour mutualiser l'organisation de la découpe, la transformation, la vente. Et pourquoi ça marche ? Parce que en fait ils s'entendent super bien, ils arrivent à mettre une bonne ambiance de travail, du coup ils ont recruté un boucher qui est super sympa. Ils se connaissent depuis une vingtaine d'années, ils font des productions complémentaires. Il y a aussi sur notre territoire, il y a moins d'élevage, donc il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence aussi, et les gens sont assez friands de leur viande, ils sont connus, etc. Donc ça, c'est un exemple d'une initiative qui fonctionne, où ils sont bien. Et après, il y a une autre initiative qui a moins fonctionné, qui a été un peu pilotée par l'abattoir et qui a moins bien marché. C'était un peu cette idée de développer une production de steak haché pour la restauration collective. Voilà, sauf qu'en fait, sur notre territoire, les éleveurs-éleveuses n'étaient pas super intéressés. Donc, même s'il y a eu une ébauche de quelque chose qui s'est monté, en fait, finalement, les éleveurs-éleveuses avaient assez de débouchés comme ça. Et puis, produire du steak haché pour la restoco, c'était aussi accepter de vendre peut-être sa viande moins chère. Et finalement, l'initiative a un peu périclité. Bon, il y a aussi eu le Covid, mais voilà. Donc voilà, pour montrer aussi qu'il y a des effets de dynamique territoriale aussi assez particulières. Et après, je ne sais pas si je suis trop longue ou si je... Voilà, je peux aussi donner deux exemples emblématiques de mes territoires dans les filières laitières. Donc moi, je suis d'un côté sur le massif du Sancy, où là, on a une AOP Saint-Nectaire qui... Enfin, vous connaissez sûrement ce fromage, voilà, qui est fermier et avec une dynamique de transformation à la ferme qui s'est maintenue et qui, depuis les années 2000, connaît vraiment un regain d'intérêt fort. Et aujourd'hui, on a, je crois que c'est 200, j'espère que je dis pas de bêtises, mais on a 200 producteurs fermiers et puis 200 producteurs juste laitiers. Et en fait, le fait qu'il y ait, je crois que c'est à peu près 50% de l'appellation qui est en fermier,
Du coup, derrière, les éleveurs-éleveuses, ils ont un peu réussi à imposer aux filières de se réadapter. Et donc, finalement, les affineurs ont été contraints d'accepter de leur rétrocéder des fromages affinés, alors qu'avant, c'était vraiment très, très compliqué. Les laiteries qui, auparavant, voulaient pas trop collecter du lait comme ça de temps en temps, mais finalement, aujourd'hui, pour maintenir leur volume, ils sont obligés de le faire. Et donc ça, c'est un très bon exemple, en fait, de quand on a beaucoup de producteurs qui sont engagés, finalement, on peut faire aussi changer les filières un peu sous la contrainte, mais en fait, ça marche. Et aujourd'hui, les éleveurs-éleveuses qui sont dans cette appellation, en fait, ils bénéficient aussi de ce soutien des filières qui leur permet de prendre des week-ends, de déléguer une partie des ventes. Et d'un autre côté, dans l'autre territoire, là où, à Héraultais, où il y a l'AOP Pélardon, donc ce petit fromage de chèvre assez peu affiné qui est présent, bah là, en fait, comme on a une densité d'éleveurs qui est un peu moins importante, depuis les années 70 que cette filière caprine essaie de se structurer, il y a eu des tentatives de mutualisation, de la transformation, etc. Mais à chaque fois, ça a été un petit peu freiné par le fait que finalement, ils étaient pas toujours assez nombreux et que finalement ils avaient quand même plutôt intérêt à se débrouiller par eux-mêmes parce que de mutualiser, ça leur faisait perdre de l'argent et ils préféraient transformer à la ferme et vendre tout en direct, c'était finalement plus adapté compte tenu de la densité. Donc en fait ça montre qu'il n'y a pas de solution miracle et que c'est chaque territoire aussi qui a des spécificités, des productions spécifiques et du coup c'est un peu dans chaque territoire que va se décider tout ça et on peut s'inspirer les uns des autres mais ça dépend beaucoup des dynamiques territoriales et des filières. Voilà. Et juste pour se compléter rapidement là, sur cet aspect, c'était donc dans cet aspect mutualisation, dans un de mes cas d'études en Île-de-France, donc plaine céréalière où il y a une majorité de céréaliers. Donc là, on a vu qu'il y en avait certains qui commençaient à se diversifier avec des légumes de plein champ et qui ont construit une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu le format un peu en vogue, mais qui permet de rassembler à la fois producteurs, transformateurs, et là, dans ce cas-là, collectivités qui peuvent acheter ces produits. Et finalement, le fait de transformer collectivement, donc, moi, ce que j'ai étudié, les pommes de terre, ça permettait en fait de faciliter la diversification d'agriculteurs en céréaliers, notamment parce qu'en fait, ça leur permettait de livrer des pommes de terre en big bag directement et d'enlever toutes les étapes de calibrage, de tri, de mise en cagette à la ferme, donc de libérer du temps et d'améliorer à la fois leur bien-être et la diversité de leur culture. Alors, on a encore une petite dizaine de minutes, je vous en prie. Oui, bonjour. Moi, Ludovic, je suis producteur de fromage dans le Morbihan. Et quand tu parlais des outils qui existent déjà sur les fermes, nous, on est en brebis laitière et la fromagerie, elle est fermée 3 mois et demi, 4 mois dans l'année. Alors, on a déjà pensé à des collègues en vache qui veulent transformer un peu. Après, du coup, nous, on est en statut GAEC, parce qu'on est 4 associés, qui a un super statut juridique. Pour nous, il y a plein d'avantages, mais avec le gros inconvénient qu'on n'a pas le droit on doit faire que de la production agricole et on n'a pas le droit de sous-louer un local, quoi. Parce que on a plein de collègues en vache laitière bio qui voudraient tester leur activité de transformer du fromage et en faisant du fromage de garde, c'est souple. Dans notre fromagerie, il y a de la place. Mais du coup, on ne peut pas le faire parce qu'on se ferait épingler, quoi. Donc, du coup, il y a peut-être des réglementations un peu plus souples. Et il y a plein de locaux. On pourrait même envisager un voisin qui investit plutôt pour faire du yaourt et nous plutôt pour faire des fromages de garde. Et nous, on pourrait aller faire nos yaourts chez lui et tout ce qui est fromage de garde, ce serait chez nous. Il y a plein de petits ajustements comme ça qui seraient plus souples. Mais du coup, on a chacun nos ateliers et après, même si on veut bosser en collectif, chez nous, si on commence à sous-louer, on perd 4 crédits d'impôt à la bio, on perd la transparence GAEC, donc on a plus d'avantages à rester dans notre coin, quoi, en gros. Merci de ce témoignage. Donc, on voit bien qu'il y a des questions de conditions territoriales, d'organisation des acteurs, mais des aspects aussi réglementaires qui ne permettent pas ou qui freinent les questions de mutualisation. Oui, une autre question ?
La question que je me posais, c'était à propos de la résilience. On pourrait penser, finalement, on pourrait faire l'hypothèse que la résilience est favorisée par la multiplicité, par la diversification. Alors, si je prends le cas, par exemple, des maraîchers, il y a effectivement une diversification à la fois en amont, c'est-à-dire au niveau de la production, et en même temps au niveau des circuits de commercialisation. Malgré cela, et avec les problèmes de diversification et en même temps au niveau de la production, avec les liens collectifs à la fois en amont et en aval, on s'aperçoit que ça augmente effectivement fortement à la fois la charge de travail et la charge mentale des producteurs qui sont insérés dans ce type de choses. Donc quelquefois, les aspects collectifs, justement, pour pouvoir avoir plus de résilience, se révèlent opposés finalement à une possibilité d'avoir une réelle résilience, parce que c'est trop difficile à manager en fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant que Yantel vous... Guy Durand, moi je suis à Terre de Liens, mais ayant travaillé auparavant sur les circuits courts. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette remarque qui est tout à fait vraie. Enfin, on a discuté beaucoup avec Philippine pendant nos thèses de cette question de à quel point on est dans un collectif, à quel point ça prend du temps et ça crée du travail supplémentaire. Et c'est là peut-être qu'il y a une diversification à avoir, mais qui soit un peu organisée, je dirais, et qui soit pensée. Et je vais juste prendre un exemple pour pas être trop longue, mais de collectifs comme les magasins de producteurs, dans lesquels finalement, oui, c'est une diversification et les producteurs sont censés être présents dans les magasins en général, ils ont des services à rendre et des tours de travail à prendre dans le magasin. Ça prend du temps, c'est pas du travail de production, donc c'est du temps en plus à accorder à la distribution et à la vente des produits. Mais finalement, c'est une diversification, en tout cas de ce que j'ai vu dans ma thèse, qui favorise quand même la résilience des exploitations agricoles individuellement, parce que dans ce collectif, des personnes ont témoigné hier, mais il y a des questions qui sont discutées de gouvernance, de prix aussi, de limiter la concurrence entre chacun et chacune dans ces magasins. Et ce qui permet finalement de se dire que le temps alloué dans ces magasins leur permet finalement d'avoir plus de stabilité dans les productions qu'ils amènent au magasin, dans les prix auxquels ils vendent leurs produits aussi, parce que c'est des systèmes où les producteurs s'accordent plus ou moins sur les prix. Enfin, il y a moins de concurrence que dans d'autres marchés. Et en tout cas, des systèmes en tout cas collectifs qui sont un peu pensés et dans lesquels l'organisation et la gouvernance sont un peu plus réfléchies, ça permet quand même, en tout cas dans ce que j'ai vu, d'avoir des exploitations qui sont résilientes. Mais après, je vous rejoins totalement sur le fait que parfois, c'est aussi très chronophage et la diversification, je pense qu'il y a des seuils comme partout et au-delà d'un certain seuil, la diversification des circuits courts, elle est beaucoup moins avantageuse qu'en deçà, parce qu'il y a un temps qui est alloué à chaque circuit qui n'est plus assez intéressant pour le coût pour le bénéfice qu'ils en tirent. Et ça, je vous rejoins totalement. Ouais, juste pour compléter rapidement aussi, moi j'ai l'impression que à la fois c'est chronophage et en même temps peut-être que c'est une forme de déplacement des tâches, c'est-à-dire que des fois quand on forme collectif, finalement il y a certaines tâches qu'on va plus faire, mais il y a de nouvelles tâches qui sont faire collectif, justement, ces fameuses réunions, etc. Et du coup, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas à gagner de temps de travail, mais que ce n'est pas le même travail qui se fait. Et je pense qu'un truc quand même important à souligner, c'est que ces collectifs, même si des fois c'est difficile à faire vivre, moi ça a été beaucoup souligné dans les enquêtes que j'ai faites. En même temps, c'est aussi un facteur de plaisir au travail, de satisfaction au travail qu'il ne faut pas du tout négliger. Et je pense que c'est un moteur hyper fort dans ces circuits alimentaires de proximité. Et moi, je l'ai vu aussi sur les trajectoires longues en fait, de certains exploitants. Au final, au bout de 10-15 ans, ils vont faire le choix de rejoindre des collectifs, par exemple, de vente ou de transformation. Non pas parce que ça va leur faire gagner du temps ou parce qu'économiquement ils vont mieux s'en sortir, mais juste parce que en fait, ils ont envie de faire avec leurs collègues. Et effectivement, comme le soulignait Yantel aussi, des fois ça participe quand même à sécuriser certains écoulements, à construire des solidarités qui contribuent en fait à la résilience de leur exploitation. Et donc je pense que voilà, c'est toujours cette ambivalence entre est-ce qu'on gagne du temps, est-ce qu'il est mieux payé, et en même temps est-ce qu'on prend du plaisir, est-ce qu'on est satisfait, et la résilience peut-être que c'est un ensemble des trois, et je pense qu'il faut
ni occulter, vraiment pas occulter la question de la charge de travail et de la rémunération, mais vraiment pas non plus occulter la question des solidarités qui se construisent et de la satisfaction et du plaisir au travail. Merci. Alors, on peut s'autoriser encore une question, et puis allez-y, je vous en prie, en vous présentant d'abord, s'il vous plaît. Bonjour, Julien Noël, je suis géographe affilié à un laboratoire de recherche ici, pas loin à Nantes, qui s'appelle Espace et Société. Je vais me permettre peut-être d'être un tout petit peu gourmand et de poser 4 petites questions pour les 4 intervenantes, mais vraiment très courtes en fait. C'est plus sur des enjeux que je vois aussi, enfin modestement pour le RMT. Peut-être pour Yentl, si elle a beaucoup étudié dans sa thèse effectivement une crise en particulier. Mais aujourd'hui, il y a d'autres formes de crise. Est-ce que du coup, tu verrais, toi, d'autres formes de résilience par rapport à la crise géopolitique et géoéconomique et du coup, l'impact que ça peut avoir sur les circuits courts, on est en plein dedans. La deuxième petite question pour Philippine, elle a beaucoup travaillé sur l'organisation du travail, si j'ai bien compris, dans le milieu agricole, mais quid aussi de tous ces acteurs intermédiaires dont on sait aujourd'hui qu'ils participent aussi au développement, plus ou moins du développement des circuits courts. Et est-ce que du coup c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à regarder aussi, cette organisation du travail au sein, au sein des entreprises de vente, au sein des entreprises de transformation, enfin tout ça, de ces structures-là. Je trouve qu'il y a des enjeux aussi. La troisième question serait pour Juliette sur la place de la restauration hors domicile mais privée. Il y a des gros enjeux aujourd'hui aussi sur le secteur de l'hôtellerie-restauration qui peuvent être des partenaires. Vous avez eu un exemple des bouillonnantes, par exemple, hier, mais il en existe plein d'autres. Et puis la dernière petite question pour Clémence aussi, avec tous les acteurs du travail social, CCAS et autres. Et là, il y a un vrai enjeu aussi à essayer de comprendre aussi ce qui joue et la place qu'il y a ou pas d'ailleurs dans l'approvisionnement local de qualité. Voilà, merci beaucoup. Alors, on a 5 minutes pour l'ensemble des réponses. Peut-être qu'on peut commencer par Clémence. Oui, pour rapport à la place des acteurs du travail social, en fait, ils peuvent intervenir aussi à différents niveaux. On les positionne aussi en appui dans certains projets pour être en lien avec des personnes des quartiers populaires, des quartiers prioritaires de la ville. Mais en fait, ça questionne aussi les moyens de ces structures pour travailler sur les questions d'alimentation qui ne sont pas leur porte d'entrée principale. Et par exemple, dans le Puy-de-Dôme, il y a une enquête qui avait été faite par l'Union départementale des CCAS pour questionner justement comment ces questions d'alimentation sont prises en compte dans les CCAS du département, donc les centres communaux d'action sociale. Et en fait, les pratiques s'avèrent aussi très différenciées au sein de ces structures. Parfois, ça va passer par des chèques alimentation qui peuvent être utilisés uniquement dans des supermarchés. Parfois, ça passe par des paniers. Parfois, c'est de la participation à un projet ou parfois, c'est rien du tout aussi. J'ai l'impression qu'il y a un enjeu qui se joue aussi au niveau des collectivités locales, notamment avec le développement des PAT, à travailler entre services aussi, parce que pour certains CCAS ou CIAS, donc à l'échelle intercommunale, ça peut être difficile d'aborder les questions alimentaires parce que ce n'est pas forcément le service qui va porter le PAT ou les questions alimentaires, et que le travail de collaboration entre services, il ne se fait pas forcément, et donc on n'ose pas forcément marcher sur les plates-bandes des autres. Là, il y a peut-être des freins à dépasser aussi à ce niveau-là. Okay. Donc pour la question là, sur la restauration hors domicile, autre que la restauration collective, pour moi, je pense que la plus grande différence, c'est que finalement, la restauration collective, elle peut être orientée par des politiques, parce que finalement, c'est une orientation de la dépense publique, alors que la restauration hors domicile, enfin, la restauration commerciale, c'est souvent des structures privées qui peuvent avoir peut-être une marge de manœuvre plus facile, notamment pour changer certaines pratiques. Après, il y a la question de la taille, où finalement, souvent, les restaurations collectives sont de plus grande taille. Après, ça dépend des restaurations... des restaurants commerciaux ou quoi, mais ça peut souvent du coup multiplier la logistique derrière, les livraisons. Mais je pense que ça peut être aussi complémentaire, notamment sur un de mes cas d'études là en Dordogne, qui finalement est un département qui a une hausse du tourisme sur les mois d'été, juillet-août, où la restauration scolaire s'arrête.
Donc on a rencontré plusieurs agriculteurs qui changent en fait, qui pendant l'année livrent les restaurants scolaires et pendant l'été les restaurants commerciaux. Mais je pense que finalement de toutes les initiatives qu'il y a sur la restauration collective, il y a des apprentissages qui peuvent se partager avec la restauration commerciale et inversement, avec des initiatives entre restauration commerciale qui peuvent inspirer des restaurations collectives. Alors moi, du coup, sur la question de l'organisation du travail chez les intermédiaires, c'est des questions qu'on a instruites au cours des enquêtes qu'on a menées avec Romain Cocagne, le stagiaire que j'ai encadré au cours de ma thèse. Voilà, on est allé voir des abatteurs, des affineurs, on les a questionnés sur qu'est-ce que ça a changé en fait pour eux de devoir travailler avec des éleveurs, éleveuses en circuit court et dans quelles conditions ces changements-là ils avaient été impulsés et qu'est-ce que ça a généré aussi pour les travailleurs, travailleuses de ces structures. Voilà, moi j'ai trouvé que ces enquêtes-là, elles étaient passionnantes et à mon sens, effectivement, il y a un enjeu fort à comprendre ce qui se passe aussi dans ces structures-là, si on souhaite, là encore, développer les interactions entre agriculteurs et agricultrices en circuit court et ces intermédiaires-là. Pour comprendre, en fait, l'enjeu, c'est que chacun, finalement, chaque acteur arrive à comprendre les intérêts et les difficultés des autres pour arriver à tisser des collaborations qui soient durables. Donc en effet, moi, j'ai essayé de l'instruire un peu sur mes terrains et si des gens ont envie de l'instruire sur d'autres terrains, je suis tout à fait partante pour des projets. Je cherche des postdocs, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Oui, je vais être rapide. Merci pour cette question, parce que c'est un élément qui est arrivé au cours de ma thèse, puisqu'évidemment, il n'y a pas eu que le Covid et l'inflation, ils ont aussi subi plusieurs aléas climatiques, notamment. Et alors, je vais répondre entre-temps, mais par rapport aux aléas climatiques, une forme de circuit court qui a été intéressante dans le cas de ma thèse, c'est ceux qui sont contractualisés, notamment les AMAP, par exemple, qui ont permis, dans ces cas-là, aux maraîchers et maraîchères davantage d'expérimenter certains types de production, ou en tout cas d'essayer d'adapter leur production à ces aléas, avec une sécurité financière. Donc c'est pas tous les circuits courts, mais cette forme-là, j'ai trouvé ça intéressant et qui est permise par la contractualisation et la solidarité des clients vis-à-vis d'un producteur. Pour être rapide, je prendrai que cet exemple sur les changements climatiques. Et par rapport aux autres crises que tu as mentionnées, géopolitiques et extérieures, c'est plus large. Et c'est là que, dans ma thèse, j'y fais référence, mais je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à la résilience à différentes échelles, en impliquant, ce qu'on a toutes dit aussi, mais des changements en termes de politique publique, ou en tout cas au niveau des accompagnements, au niveau des territoires. Parce que réfléchir la résilience à une échelle individuelle, ça a ses limites qu'on a montrées au cours de ces 2 journées. Et aussi à l'échelle des circuits courts, en fait, ça reste une activité économique parmi d'autres. Donc voilà, je répondrai par le fait qu'il y ait des résiliences. Merci beaucoup à vous 4 et à l'ensemble des participants pour ces échanges assez intéressants et riches. Et je pense qu'on peut finir la séquence de cette table ronde.